All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, everyone. Le juge président, bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Il s'agit de la situation en République centrafricaine 2 en l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona. Référence de l'affaire ICC 0114 0118. Au fin du compte rendu, je précise que nous sommes en audience publique. Le juge président, je vous remercie. Je demande aux équipes de bien vouloir se présenter, en commençant par l'accusation. Merci, Monsieur le Président, Madame les juges. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Monsieur Kweku Vander Pouy, premier substitut, Madame Olivia Struven, substitut, et derrière moi, Monsieur Lucio Garcia, substitut, Monsieur Eric Herveson, substitut, Madame Maria Berdenikova, substitut, Monsieur Pierre Belbenoît Avish, substitut, Madame Manoshrita Prataban, substitut adjoint, Madame Irina Galupa, également substitut adjoint, et enfin, Monsieur Louis Rugambadje, Trial Support Assistant. This time I say it in English. Okay. Merci. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Madame Massida. Maître Massida, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Pour les victimes des autres crimes, dans la salle à distance avec nous, Maître Rabé Sandratana, Monsieur Tao, Monsieur Dangabo Moussa et Madame Douzima Lawson. Dans la salle d'audience avec moi, il y a Evelyne Ambeni et moi-même, Paulina Massida. Le juge président, merci. Maître Souproun, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Les anciens enfants soldats sont représentés par Fiona Lau, Anne Grabowski et moi-même, Dimitro Souproun. Merci. Le Président, merci. Je me tourne maintenant vers la défense. D'abord, Maître Dimitri pour l'équipe de Monsieur Yekatom. Maître Dimitri, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à chers collègues. Monsieur Yekatom est présent dans la salle d'audience cet après-midi pour son jugement. Il est représenté par à ma droite, Maître Anta Guissé et Madame Sarah Bafadel, juriste associée. Derrière moi, il y a Monsieur Guillaume Suzuki, conseiller assistant, et Sabrine Pessat, ainsi que Florent Pagé-Granier. Il y a Yousra Lamkadam et Alexandre Baer, case manager, et notre stagiaire, Axel Chembry. Et dans la salle d'audience, dans la galerie, il y a M. Mayer Pael et M. Oubed Yamali de Bangui en République centrafricaine. Il nous suit en direct à distance. L'équipe d'enquêteurs, M. Régis Changai, M. Rufin Pabingui, M. David Deboué et notre assistant linguistique, M. Lionel Messi-Pikpa. Et à moi, si je ne m'abuse, nous avons également à distance, M. Jason Huntley depuis Nairobi et moi-même, Mylène Dimitri. Le juge président, c'était beaucoup de noms, donc bravo de vous être souvenu de tous les noms. Je me tourne maintenant vers la défense de M. Ngaïsona. Maître Knops. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous dans la salle d'audience. L'équipe de défense de M. Ngaïsona est composée aujourd'hui de l'équipe suivante. Linda Vandelier, Madame Sarah Pedroso, Monsieur Michael Rouse, Madame Despina Eleftheriou, Madame Chiara Giudici, Baba Semouda et
Merci, le juge président, merci beaucoup. Aujourd'hui, la Cour va prononcer son jugement s'agissant de la responsabilité pénale d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaisona pour les charges retenues contre eux. La Chambre a décidé d'entendre les observations sur la peine éventuelle avant de rendre une décision en application de l'article 74 du statut. Comme je vais le préciser dans un instant, la Chambre déclare Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaisona coupables d'une partie des charges retenues contre eux. Pour cette raison, la Chambre prononce aujourd'hui son verdict et la peine en application des articles 74 et 76 du statut. Conformément au texte statutaire, nous présenterons également un résumé des principales conclusions et constatations de la Chambre. La Chambre présentera dans un premier temps le résumé. Ensuite, je lirai le verdict et la peine rendue par la Chambre. Cette affaire a été particulièrement complexe et compliquée, tant pour ce qui est de l'établissement des faits que pour ce qui est de l'appréciation des éléments de preuve et des contributions des accusés à la commission des crimes. La Chambre a entendu la déposition de 174 témoins et passé en revue près de 20 000 éléments de preuve, y compris notamment des documents, des photographies, des vidéos, des conversations Facebook, des images satellitaires et des enregistrements audio. Tout cela est détaillé dans le jugement écrit. Le jugement écrit, y compris le verdict et la peine, a été rendu aujourd'hui et sera notifié peu après la clôture de l'audience. Il contient l'exposé complet et motivé des conclusions et des constatations de la Chambre et reste le seul document faisant foi. Comme je l'ai indiqué, la Chambre commencera d'abord par un résumé. La présente affaire concerne des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis à Bangui et dans l'ouest de la République centrafricaine, RCA, et ce, entre septembre 2013 et au moins février 2014. Au cours de ce procès, la Chambre a entendu de la part d'un grand nombre de témoins des récits de ces événements et des souffrances subies par la population civile à cette époque. L'affaire dont la Chambre a eu à connaître concernait spécifiquement des crimes dirigés contre des civils musulmans ou des personnes perçues comme telles. Toutefois, la Chambre souligne que dans le cadre de cette affaire, elle a examiné l'histoire récente du pays, ce qui a permis de mettre en lumière les souffrances subies d'une manière ou d'une autre par l'ensemble de la population civile de la RCA du fait des conflits. La Chambre estime important de préciser qu'elle n'a pas jugé que le conflit pertinent en RCA était de nature religieuse à son origine. En effet, de nombreux témoins, non musulmans ou musulmans, ont affirmé devant la Cour qu'avant le conflit, ils vivaient ensemble dans la paix. Cependant, les différents groupes ainsi que leurs dirigeants ont instrumentalisé la religion afin d'obtenir un pouvoir politique et économique. La Seleka, opposée alors au président François Bozizé, est apparue vers août 2012. Elle était dirigée par des citoyens de la RCA, principalement, mais pas exclusivement, musulmans. Elle comprenait également des éléments venant du Tchad et du Soudan. Michel Djotodia en est devenu le leader. Vers la fin 2012, la Seleka a commencé à avancer vers Bangui. Le 24 mars 2013,
la Seleka a pris le contrôle de Bangui et du pouvoir en RCA. Michel Djotodia s'est proclamé président. La Seleka a commis des violences et des exactions à travers la RCA, notamment contre des personnes considérées comme associées à François Bozizé, ainsi que contre les non-musulmans, principalement des chrétiens, mais aussi des animistes et d'autres groupes. En raison de ces violences et exactions, les tensions entre les communautés musulmanes et non musulmanes se sont intensifiées. Les dirigeants de l'époque, dont l'ancien président François Bozizé, M. Ngaïsona, Bernard Mokom et d'autres, ont fui au Cameroun. Maxime Mokom, M. Yekatom et d'autres se sont réfugiés quant à eux à Zongo, en République démocratique du Congo. François Bozizé, M. Ngaïsona, Bernard Mokom et d'autres ont planifié immédiatement des actions pour répondre aux violences de la Seleka en RCA. Leur objectif était d'assurer le retour au pouvoir de François Bozizé par tous les moyens possibles, y compris la violence armée. Pour ce faire, ils ont organisé des réunions au Cameroun et communiqué avec des individus à Zongo, en particulier Maxime Mokom. Ce dernier, à son tour, a établi des contacts avec des personnes et des groupes armés au Cameroun, à Zongo et en RCA. Cela incluait son père Bernard Mokom, M. Ekatom, et des groupes en formation dans les provinces, afin de coordonner leurs activités et leurs futures avancées sur Bangui. Une des initiatives pour atteindre le soi-disant retour à l'ordre constitutionnel, ce qui signifie le retour au pouvoir de François Bozizé, fut la création du Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique, le FROCA. Ce front fut fondé par François Bozizé, M. Ngaïsona et d'autres en août 2013 à Paris. Le FROCA coexistait avec d'autres initiatives, notamment l'organisation de groupes armés qui furent connus collectivement sous le nom d'Anti-Balaka, composés en grande partie de chrétiens. M. Ngaïsona était activement impliqué dans la planification de la riposte aux violences de la Seleka en République centrafricaine et dans l'organisation du retour au pouvoir de François Bozizé. Il a rencontré et collaboré avec François Bozizé, Bernard Mokom et d'autres pour discuter des stratégies et des plans. Il a contacté des individus en RCA et à l'étranger afin d'obtenir leur soutien. Il a également apporté un soutien financier à ceux qui étaient disposés à participer à leurs activités. M. Ngaïsona était au courant de l'avancée des groupes armés vers Bangui qu'il soutenait, ainsi que des hostilités comprenant les massacres et les déplacements forcés de civils musulmans de divers endroits. Il savait également qu'une attaque allait avoir lieu sur Bangui et a fourni des fonds à des éléments anti-Balaka participant à l'attaque sur Bangui le 5 décembre 2013. En parallèle, après un court séjour à Zongo, M. Ekatom a commencé à former un groupe avec Freddy Wanjo, connu également sous le nom de Cœur de Lion, et Habib Bena. Ce groupe visait également à riposter aux violences de la Seleka et à renforcer Michel Djotodia et la Seleka. En raison des violences commises par la Seleka et parallèlement aux activités au Cameroun et à Zongo, des groupes d'autodéfense se sont formés ou ont été réactivés dans plusieurs localités de la RCA. Ces groupes se sont d'abord constitués indépendamment, mais ils avaient un ennemi commun, à savoir la Seleka, et ils ont commencé à coordonner leurs activités de plus en plus. Ils ont ainsi formé un mouvement unique.
communément appelé le groupe anti-Balaka. Les groupes armés formés dans un premier temps dans les provinces voulaient se défendre contre les exactions et les violences commises par la Seleka. En raison de liens religieux et ethniques, les anti-Balaka considéraient les musulmans en RCA comme collectivement responsables, complices ou soutiens des exactions de la Seleka. Ainsi, les éléments anti-Balaka ont ciblé la population civile musulmane, en particulier dans l'ouest de la RCA. Cela ne s'est pas fait isolément. Des sentiments anti-étrangers et une rhétorique incendiaire à l'encontre des musulmans avaient déjà été exprimés publiquement par François Bozizé et d'autres avant la prise de pouvoir de la Seleka. Cette rhétorique avait préparé la mise en œuvre de l'objectif principal des anti-Balaka. Et cette rhétorique a également été reprise lors des réunions de François Bozizé, M. Ngaïsona et d'autres au Cameroun. Elle fut d'ailleurs répétée dans un communiqué radio du FROCA le 5 décembre 2013, jour de l'attaque sur Bangui, qui décrivait cette attaque comme le rétablissement de l'ordre fonctionnel et affirmait que les anti-Balaka, et je cite, sont des Centrafricains venus libérer leur pays du joug des djihadistes venus du Darfour, du Tchad et du Soudan. Fin de citation. Dans ce contexte d'animosité anti-musulmane, les groupes anti-Balaka ont lancé leur avancée vers Bangui. Ils ont commencé à mener des attaques contre la Seleka à partir de septembre 2013. Les groupes se rendant dans diverses localités communiquaient entre eux et avec des personnes à l'étranger pour coordonner les attaques. Parmi ces personnes figurait Maxime Mokom. Les attaques ne se limitaient pas aux forces de la Seleka. Elles incluaient des attaques contre des localités habitées par des civils musulmans, entraînant de nombreux morts et déplacés. M. Yekatom savait que les anti-Balaka considéraient les musulmans en RCA comme collectivement responsables, complices ou soutiens des violences et exactions de la Seleka, et que les anti-Balaka ciblaient la population musulmane de l'ouest de la RCA sur cette base. M. Ngaïsona aussi savait cela. Il a apporté sa contribution en pleine conscience que les anti-Balaka allaient viser violemment les civils musulmans dans l'ouest de la RCA, dans le cadre de l'attaque généralisée qui a eu lieu de septembre 2013 à février 2014, y compris les attaques coordonnées initiales entre Bangui et Bossangoa le 5 décembre 2013. Michel Djotodia a fini par démissionner des suites des événements du 10 janvier 2014. Un nouveau gouvernement de transition a été formé en RCA et dans ce contexte, la structure des anti-Balaka a commencé à être plus officielle. M. Ngaïsona est retourné en RCA le 14 janvier 2014 et il a été immédiatement installé comme coordonnateur général des anti-Balaka. À ce titre, M. Ngaïsona est devenu le représentant des anti-Balaka en tant qu'entité unique auprès des autorités nationales et internationales. Catherine Samba-Panza, la présidente de transition à l'époque, a déclaré lors de son témoignage que du côté des anti-Balaka, et à partir de janvier 2014, c'est-à-dire depuis son entrée en fonction, elle n'avait d'autres interlocuteurs que M. Ngaïsona. M. Ngaïsona s'employait activement à officialiser la structure des anti-Balaka. En outre, il a continué à leur apporter une assistance financière. Les hostilités entre les anti-Balaka et la Seleka se sont poursuivies à un rythme soutenu
jusqu'à la fin du mois de février 2014. Les anti-Balaka ont continué à cibler la population civile musulmane en 2014 dans l'ensemble des préfectures occidentales de la RCA, notamment sous forme d'attaques pendant la deuxième moitié de janvier et début février 2014. Les hostilités ont persisté après cela, avant de s'estomper considérablement. À terme, de nombreux musulmans ont été contraints de quitter leurs zones respectives. Pendant toute la période de référence, M. Yekatom a maintenu et exercé un contrôle total et débridé sur son groupe qui était perçu comme faisant partie des anti-Balaka. Après ce bref rappel, je vais à présent me pencher sur les charges précises. Celles-ci sont traitées dans 5 sections distinctes. La première et la deuxième section portent sur l'avancée des groupes anti-Balaka en 2013, ainsi que sur les hostilités manifestées pendant cette période, qui se sont soldées par des attaques coordonnées sur Bangui et Bossangoa le 5 décembre 2013. Dans la troisième section, la Chambre examine les crimes commis lors des événements de l'école Yamora à la fin de décembre 2013. Dans la quatrième, la Chambre traite des crimes perpétrés lors de l'avancée du groupe de M. Yekatom le long de l'axe Mbaiki PK9. Enfin, dans la cinquième section, la Chambre expose ses vues sur la charge retenue contre M. Yekatom au titre du chef numéro 29. D'abord, l'attaque sur Bangui et Bossangoa le 5 décembre 2013. Dans la matinée du 5 décembre 2013, les anti-Balaka ont lancé une attaque coordonnée sur Bangui, notamment dans les quartiers de Boeing et de Katin. Le plan d'attaquer Bangui existait au moins depuis le 30 novembre 2013. Des éléments et groupes anti-Balaka ont voyagé depuis les provinces pour arriver aux abords de Bangui avant le 5 décembre 2013. Pendant leur progression vers Bangui, les chefs anti-Balaka communiquaient entre leurs groupes. Ils tenaient des listes d'éléments, s'armaient, attendaient en des lieux communs et se préparaient à l'attaque sur Bangui. M. Ngaïsona a fourni des fonds aux éléments anti-Balaka ayant participé à l'attaque sur Bangui le 5 décembre 2013. Début décembre 2013, plusieurs milliers d'éléments anti-Balaka étaient rassemblés aux abords de Bangui pour participer à l'attaque. L'information concernant l'imminence d'une attaque sur Bangui circulait parmi les cercles de direction des anti-Balaka. Les groupes anti-Balaka regroupés autour de Bangui, avant l'attaque, s'étaient vus assigner chacun un objectif précis à l'intérieur de la ville. Ils reçurent l'ordre de commencer l'attaque sur leurs cibles respectives à 5 heures du matin le 5 décembre 2013. Comme prévu, l'attaque fut menée, provoquant des affrontements entre anti-Balaka et Seleka dans plusieurs quartiers de Bangui, dont le quartier de Boeing. Les anti-Balaka ont commencé à se replier vers 10 heures ce jour-là. Le groupe de M. Yekatom s'est coordonné avec d'autres groupes anti-Balaka pour participer à l'attaque sur Bangui. L'après-midi du 4 décembre 2013, M. Yekatom a choisi certains éléments et leur a ordonné de se diriger vers Bangui. M. Yekatom leur a ordonné de combattre la Seleka, ce qui incluait de cibler les secteurs où se trouvaient généralement les, et je cite, musulmans, fin de citation. Dans la nuit du 4 décembre 2013, M. Yekatom et certains de ses éléments se sont rendus au marché de Boeing pour une reconnaissance. La même nuit, M. Yekatom a donné l'ordre à ses hommes d'attaquer les positions Seleka le long de l'axe Boeing-Katin-PK5. Cela comprenait le marché de Boeing et les commerçants musulmans présents sur place.
Aux premières heures du 5 décembre 2013, M. Yekatom a lancé l'attaque sur Boeing en tirant avec un pistolet automatique en l'air lorsque son groupe a atteint le marché. Le groupe a avancé et ouvert le feu sur les commerçants musulmans présents. Ceux qui étaient à l'intérieur des boutiques se sont enfuis. Au marché de Boeing, 3 commerçants musulmans ont été tués. Il s'agit de Hassan Mohammed et de 2 personnes non identifiées. Ce jour-là, les hommes de M. Yekatom ont également attaqué la mosquée de Boeing. Le témoin Salehoun Ndiaye a décrit l'impact émotionnel de ce souvenir. Et je cite, « C'est difficile d'expliquer ce que je ressens. C'est difficile à décrire, car je ne comprends pas pourquoi. Quand il y a un problème, pourquoi détruire les lieux de culte? Pour quelle raison? Peu importe le problème, ces lieux servent de refuge quand il y a des conflits. Voir cela, c'est vrai, ça fait mal. C'est très triste de voir la maison de Dieu détruite. C'est mon opinion. Je peux me tromper, mais quand quelqu'un se réfugie dans une église ou une mosquée, en principe, on devrait arrêter les hostilités. Mais détruire une église ou une mosquée, pour moi, cela n'a aucun sens. Voilà ce que je ressens. En voyant ça, tous les souvenirs de tout ce qui a été détruit me reviennent. Fin de citation. Les éléments du groupe de M. Yekatom sont ensuite passés à l'attaque de Katin, où ils se sont affrontés avec la Seleka. Au cours de cette attaque, un musulman non identifié a été tué. À partir du 5 décembre 2013, les musulmans de Boeing et de Katin se sont réfugiés au PK5 à Bangui. D'autres ont fui vers d'autres parties de la RCA. L'afflux de musulmans fuyant l'attaque du 5 décembre a rendu PK5 surpeuplé, invivable et dangereux. En conséquence, certains musulmans, dont le témoin précédemment cité, Salehoun Ndiaye, et le témoin P2682, ont fui vers des pays voisins, craignant pour leur sécurité. Le témoin Salehoun Ndiaye a décrit l'impact émotionnel de ces événements de cette manière. Je cite, « De toute façon, il fallait accepter la vie comme elle venait. Il fallait sauver sa peau. C'est ce que nous avons fait. Mais voyez-vous, tous ces événements, je pense qu'il est très difficile, très difficile d'oublier tout ce qui s'est passé. Et même aujourd'hui, quand j'y pense, c'est une source de douleur. C'est pourquoi j'évite même de retourner là où je vivais autrefois. J'évite d'y aller parce que dès que je m'y rends, tout revient dans ma tête et je passe une nuit blanche. Fin de citation. Le même jour, le 5 décembre 2013, en coordination avec l'attaque des anti-Balaka sur Bangui, des éléments anti-Balaka ont attaqué la ville de Bossangoa, à quelques 300 km au nord de Bangui. Les éléments anti-Balaka étaient divisés en 2 groupes, dirigés par Florent Kema et Théophile Ndangba. L'attaque a commencé vers 13 h et a duré jusqu'en fin d'après-midi ou début de soirée. Lors de l'attaque, les anti-Balaka ont ciblé des quartiers résidentiels, notamment le quartier Boro, connu généralement comme le quartier musulman de Bossangoa. Le but de cette attaque était de montrer que les anti-Balaka attaqueraient non seulement à Bangui, mais aussi les provinces, et de, je cite, « libérer » fin de citation, la ville de la Seleka de tous les musulmans. Ainsi, les anti-Balaka ont visé des civils musulmans. Lors de l'attaque,
les anti-Balaka étaient bien armés avec des AK-47, des lance-roquettes RPG et des armes de chasse. Au cours de l'attaque, un élément anti-Balaka a contraint le témoin P2462 à un rapport sexuel. Il lui a bandé les yeux et déshabillé après que son groupe de 5 anti-Balaka l'a menacé avec leurs armes. Les éléments de preuve montrent que les anti-Balaka ont tué au moins 18 personnes suivantes lors de cette attaque. Khadija Adjaro, Kursi Abdelrahim, Abdel, également connu sous le nom d'Adaï, Abakar, Attahir Abou, C17, un chauffeur de taxi, Attahir Jim ou Jimé, Halima Husseini, Hamadou Bouba, Ousmane Abakar, la mère d'Ousmane Abakar, Abdallah Mahamat, Abdel Khadir, Maria Yamwa, Amadou Oumarou, Abakar, Ismaël, Salamatou, une Peul, et Saleh Adim. Entre le 5 et le 8 décembre 2013, les anti-Balaka ont incendié et détruit des habitations situées près de la résidence de l'imam, occupée par des musulmans au moment de l'attaque. Pendant l'attaque, les populations civiles musulmanes de Bossangoa ont fui les quartiers attaqués pour se réfugier à l'école de la Liberté. Elles étaient plusieurs milliers. Ces civils musulmans sont restés confinés dans l'école pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois par peur des menaces des anti-Balaka. L'école était surpeuplée par les réfugiés musulmans. Les conditions étaient inhumaines. Les civils musulmans dépendaient de la protection des forces internationales et ne pouvaient pas quitter le site de l'école sans risquer leur vie. Du fait du climat d'insécurité causé par les anti-Balaka et les conditions exécrables à l'école, tous les musulmans qui y restaient sont finalement transportés vers le Tchad. Ces personnes étaient des résidents centrafricains et considéraient Bossangoa comme le chez eux. Après la déportation, Bossangoa a été vidé de sa population musulmane. Le témoin 2049 avait témoigné comme suit, je cite, « J'ai vraiment en moi ce désir profond de rentrer à la maison. Mon pays reste mon pays. Aujourd'hui, je souffre. Ma ville, c'est Bossangoa. Je voudrais retourner à Bossangoa, mais la paix n'a pas encore été restaurée. Si je rentre là-bas maintenant, je n'aurai pas de maison. Je n'ai aucun moyen de subsistance. Lorsque la sécurité aura été restaurée dans mon pays, c'est avec joie que je retournerai pour m'installer à Bossangoa, ma ville natale. » Après l'attaque sur Bangui le 5 décembre 2013, le groupe de M. Yekatom a installé une base à l'école Yamawa à Bangui. Le 24 décembre 2013, suite à la mort d'un membre de la famille de Lapongoma, de nombreux membres et amis de cette famille, y compris Saint-Cyr Lapongoma, 3 hommes, 3 femmes, se sont mis en route pour trouver un taxi. Ce groupe avait en son sein les témoins P09, 67, P17, 04, P17, 05, P17, 16, P18, 11. Les éléments du groupe de M. Yekatom
dirigés par Alcanto, ont appréhendé ces 7 personnes au poste de contrôle près de Yamara. Alcanto a pointé les femmes du groupe comme appartenant à la famille du général Mamour et de Michel Djotoja, et qu'elles étaient musulmanes. Les éléments du groupe d'Alcanto ont donc conclu que ces 7 personnes étaient des musulmanes. Ils ont commencé à menacer de mort les membres du groupe, leur disant, je cite, qu'elles seraient épluchées comme des papayes. Cette expression avait été utilisée par des éléments du groupe de Yekatom pour décrire le traitement réservé aux personnes capturées et soupçonnées d'appartenir au Séléka. Des témoins, des victimes. Le témoin P0967 a expliqué ce que signifiait cette phrase pour elle. Quelqu'un qui porte une machette et qui n'a pas de fruit dans les mains, c'est une image pour dire que ce fruit ou alors une plante qui serait semée aujourd'hui, ce serait nous. C'est une image très forte. Et il était très clair pour nous que cela voulait dire qu'on serait enterré ce jour. Alcanto a instruit à ses éléments de fouiller les hommes capturés. Les éléments ont également battu le P1704 et P1716. Alcanto a ordonné à ses éléments d'amener les 7 personnes à Yamwara. Et à Yamwara, en présence de Cœur de Lion, un adjoint de M. Yekatom, des éléments du groupe de M. Yekatom ont questionné les 4 hommes du groupe sur leur identité, leur ethnie et la raison de leur présence là avec ces femmes. Lorsque Saint-Cyr a été incapable de parler le dialecte de l'ethnie à laquelle il était supposé appartenir, les éléments du groupe de Yekatom l'ont accusé d'être Goula, par conséquent lié à Michel Djotoja. Les éléments ont séparé les femmes des hommes qu'ils avaient capturés, mais proches les uns des autres. Après avoir interrogé les hommes, les éléments du groupe de M. Yekatom ont forcé ces hommes à se déshabiller, les ont encore fouillés et les ont menacés de mort. Ils ont amené les femmes à l'intérieur de la maison de Cœur de Lion. Parallèlement, l'interrogatoire de Saint-Cyr continuait à l'extérieur. Des éléments du groupe de M. Yekatom ont battu Saint-Cyr. Cœur de Lion observait cette scène de maltraitance, encourageait les éléments et leur a ordonné de continuer. Il a dit que les victimes étaient musulmanes, étaient des Séléka et que les éléments devaient, je cite, faire le travail correctement. Les éléments du groupe de M. Yekatom ont frappé Saint-Cyr sur les jambes, ont brisé ses jambes et l'ont attaché à la façon arbatacha qui devait être très douloureux. Ensuite, un élément a coupé ses orteils, ses doigts et une oreille. Par la suite, les éléments du groupe de M. Yekatom ont amené Saint-Cyr. Ses proches ne l'ont plus jamais revenu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les témoins P1704, 1705 et 1716 étaient présents lorsque les éléments de M. Yekatom ont interrogé et battu Saint-Cyr, coupé ses orteils, ses doigts, son oreille. Les éléments du groupe de M. Yekatom ont également battu les témoins et les ont menacés de mort. Cependant, les éléments du groupe de M. Yekatom ont fouillé les femmes capturées à l'intérieur de la maison de Cœur de Lion. Ils ont forcé les femmes capturées à se déshabiller jusqu'aux sous-vêtements, les ont encore fouillées et menacées de mort. À ce moment, les femmes capturées pouvaient entendre l'interrogatoire de Saint-Cyr. Elles pouvaient entendre ses pleurs. Imaginez comment elles ont dû se sentir. À un moment, elles ne l'entendaient plus pleurer. Monsieur Yekatom a rencontré des femmes capturées à l'intérieur de la maison de Cœur de Lion. Plus tard, ce soir-là, il s'est présenté comme étant Rambot et le chef.
M. Yekatom a questionné les femmes capturées sur leur ethnie et leur famille. Il savait qu'elles étaient musulmanes. Après que M. Yekatom se soit enquéri des détails de l'incident, il a dit à un élément de son groupe que l'élément qui avait coupé les orteils, les doigts et oreilles de Saint-Cyr avait fait un bon boulot. M. Yekatom considérait Saint-Cyr comme un traître et comme étant de mèche avec les Sélékas, et que par conséquent, on ne pouvait pas, je cite, le garder. Quand plus tard, M. Yekatom a été interrogé sur le traitement réservé à Saint-Cyr, il a dit en sango « Eforolo tongana papaye », ce qui signifie « ils ont épluché la papaye ». Le soir de décembre 2013, le témoin P1659, le père de Saint-Cyr, qui n'était pas au courant de ce qui était advenu de son fils à ce moment-là, est venu rencontrer M. Yekatom à Yamwara. M. Yekatom et Cœur de Lion ont interrogé le témoin 1654 pendant des heures sur sa famille, son ethnie, et l'ont menacé de mort, ainsi que sa famille. Les éléments du groupe de M. Yekatom ont emmené les 3 femmes capturées avec le témoin P1704 et P1705 dans un autre site à l'école Yamwara et il les gardait en joue. Les femmes capturées étaient menacées et il leur a été une fois dit qu'elles seraient épluchées comme des papayes. Le matin qui suivait, cependant, le témoin P1716 a été relâché. Les autres membres du groupe ont été amenés dans un lieu près de l'aéroport de Mpoko. Après des médiations par diverses personnes, ils ont été finalement libérés autour du 27 décembre 2013. À compter du 10 janvier 2014, M. Yekatom et les éléments sous son commandement ont quitté Yamwara et ont fait route vers Bangui sur la route allant à Mbaïki, axe PK9 Mbaïki. Pendant leur progression, le groupe a pris contrôle de plusieurs villages dans la préfecture de la Lobaye. Elle est située dans le sud-ouest de la République centrafricaine. Parmi ces localités, Sekia, Ndangala, Bimon, Kapu, Bosongo et Pissa. Pendant la présence de ce groupe sur la route de Mbaïki, M. Yekatom, Cœur de Lion et El Kanto ont instruit aux éléments de tuer tous les musulmans dans leur zone. Le groupe de M. Yekatom a pris contrôle des barrières à PK9, Sekia, Bimon, Bosongo et Pissa. Le groupe a également installé de nouvelles bases à PK9 et à Sekia. Et en prenant contrôle des barrières, l'objectif de M. Yekatom et son groupe était de rechercher et identifier les musulmans pour ainsi lever les fonds pour financer leur groupe. À cause et par peur de l'avancée du groupe de M. Yekatom le long de l'axe PK9 Mbaïki, une grande majorité de la population musulmane a fui les villes et les villages le long de l'axe. Au moins 1000 civils musulmans fuyant les lieux situés le long de l'axe et dans la préfecture de la Lobaye se sont rendus en Mbaïki, ce qui a considérablement augmenté la population musulmane de la ville. Les musulmans en Mbaïki à ce moment-là ont vécu difficilement dans des conditions de surpopulation, de famine et de peur de mort sous le joug anti-Balk. Le témoin Diakité Aboubakar a décrit la situation à cette époque comme suit, et je cite, « Quand les déplacés sont arrivés à Mbaïki, les prix ont augmenté, tous les prix ont augmenté. Il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde. Il y avait une pénurie généralisée de produits alimentaires, y compris des tubercules comme les aubergines, le manioc, les macabots, ainsi de suite. Certains déplacés avaient apporté la nourriture, mais tout était fini. Les réserves de la ville également étaient épuisées. Et au moment où ils partaient de la ville, il n'y avait plus rien.
La vie était très difficile. Ils ont dû rester à Mbaïki à peu près 2 semaines avant que les camions ne viennent les chercher. À ce moment, les femmes étaient même effrayées de partir au marché parce que les anti-balaka faisaient le tour armés de couteaux, de machettes. On n'avait jamais rien vu de tel. De même, le témoin P2353 a témoigné, et je cite, que la famine et les menaces de mort pesaient sur les populations. Quand vous avez faim, vous n'avez rien à manger, et qu'en plus vous êtes menacé de mort, la vie devient terrible. Monsieur Yekatom et des éléments sous son commandement sont entrés en Mbaïki le 30 janvier 2014. Ce jour, une réunion s'est tenue à l'église Saint-Jean d'Arc à Mbaïki pour discuter de la marche à suivre dans les circonstances. Monsieur Yekatom, des éléments de son groupe, des représentants des autorités civiles et religieuses de Mbaïki, des organisations internationales, des ONG, ainsi que des Sangaris, ce sont des forces françaises déployées en Centrafrique, étaient présents. Déjà, avant la réunion, le retrait de la population civile se présageait. Lors de la réunion, elle a été décidée. Le retrait a été décidé. Le groupe de M. Yekatom s'est installé dans au moins une base à Mbaïki. Pendant cette période, les éléments du groupe de M. Yekatom ont menacé et harcelé des civils musulmans à Mbaïki, leur demandant de quitter la zone. Les anti-balaka ont également attaqué une patrouille de gendarmerie à Mbaïki qui était là pour protéger la population. Le 6 février 2014, les forces tchadiennes ont transporté un premier groupe de civils musulmans de Mbaïki vers le Tchad et d'autres lieux en République centrafricaine. Ces civils musulmans ont quitté Mbaïki par peur des anti-balaka, et en particulier à cause de l'arrivée du groupe de M. Yekatom en Mbaïki. Le nombre total de musulmans déplacés de Mbaïki à l'époque était d'au moins 3000. Un deuxième groupe de musulmans a été transporté de Mbaïki vers Bangui et d'autres lieux par la suite. Tous étaient des citoyens centrafricains qui considéraient Mbaïki ou leur village le long de l'axe comme de chez eux. Par conséquent, très peu de musulmans sont restés à Mbaïki. Le témoin P1666 a décrit son ressenti comme suit. Je cite, « Quand j'ai quitté Mbaïki, c'était extrêmement difficile. J'avais les larmes aux yeux. Nous ne nous attendions pas à ce départ. Nous n'avions pas pensé qu'un jour nous devrions quitter cette ville. Rappelez-vous, nous avons beaucoup investi, nous avons beaucoup construit et soudainement nous devions tout abandonner et partir. C'était avec une grande tristesse parce que nous étions forcés d'abandonner tout ce que nous avions partagé en grandissant. Il y avait beaucoup de tristesse. C'était difficile. C'était insupportable. Djido Saleh, le deuxième adjoint au maire de Mbaïki et sa famille, faisait partie des quelques musulmans qui sont restés à Mbaïki. Djido Saleh lui-même avait dit clairement à l'époque qu'il ne partirait pas, que c'était son pays et qu'il n'avait nulle part où aller. Son refus de partir lui aura coûté la vie. Les éléments du groupe de M. Yekatom ont menacé Djido Saleh. Le 28 février 2014, un groupe d'individus a attaqué le domicile de Djido Saleh. Il a tenté de s'enfuir. Le groupe l'a poursuivi et l'a lapidé. Ce groupe, qui comportait au moins 3 éléments du groupe de M. Yekatom, y compris Honorine Bafalo, a tué Djido Saleh qui tentait d'atteindre la gendarmerie. La Chambre a reçu une vidéo montrant le traitement
épouvantable réservé à la dépouille mortuaire de Djido Saleh, un civil musulman qui a été maltraité, humilié, et même au-delà de la mort. Cette vidéo montre l'extrême cruauté avec laquelle le corps de Djido Saleh a été traité. Honorine Buffalo a coupé les parties génitales de Djido Saleh. D'autres individus ont frappé son corps, coupé des morceaux de son corps, y compris des oreilles et son cou, découpant partiellement sa tête. À la mort de Djido Saleh, M. Yekatom a dit au maire en exercice de Mbaïki, à l'époque, Raymond Mombandi, que ce meurtre était un accident et qu'il payerait pour l'enterrement, ce qu'il n'a jamais fait. Comme conséquence directe du meurtre de Djido Saleh, la MISCA, une autre force d'assistance déployée en Centrafrique pour protéger les populations civiles, a instruit M. Yekatom et ses éléments de quitter Mbaïki, ce qu'ils ont immédiatement fait. En ce qui concerne les événements ci-dessus énoncés, la Chambre a conclu que M. Yekatom avait conclu un certain nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés à l'attaque à Bangui, aux événements à Yoamara et la progression du groupe de M. Yekatom le long de l'axe PK9 Mbaïki. De même, la Chambre a conclu que M. Ngaïsona a apporté son concours et assistance à la commission d'un certain nombre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en lien avec les attaques à Bangui et à Bosangwa, les événements à Yamwara et la progression du groupe de M. Yekatom le long de l'axe PK9 Mbaïki. C'est une décision majoritaire pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le meurtre de Saint-Cyr. Le juge Kovac n'était pas d'avis. D'après lui, la nature personnelle et spécifique des motifs des éléments de M. Yekatom qui ont contribué à la commission de ces crimes a créé une rupture dans ce qu'on pourrait considérer comme le cours normal des choses au titre de l'article 33 du statut. Il a donc considéré que ce critère n'était pas satisfait en ce qui concernait M. Ngaïsona. La Chambre, toutefois, n'a pas retenu les charges contre M. Ngaïsona pour des crimes de guerre, de pillage et d'attaque dirigées contre un bâtiment religieux en ce qui concerne l'attaque de Bosangwa. La Chambre n'a pas non plus reconnu M. Ngaïsona coupable du viol qui a eu lieu à Bosangwa. La Chambre énoncera maintenant ses conclusions pour le chef 29 contre M. Yekatom pour conscription ou enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe dans divers lieux et l'assignation de diverses tâches à ceux-ci entre décembre 2013 et août 2014. La Chambre, à majorité, le juge Chung n'étant pas d'accord, a conclu que l'accusation n'avait pas présenté de preuves fiables montrant la présence d'enfants de moins de 15 ans au sein du groupe de M. Yekatom pendant la période considérée. La Chambre a conclu à l'unanimité que les témoins P24 75, V45 0001 et V45 0002 n'étaient pas fiables du tout. La Chambre, à majorité, à l'exception du juge Chung, ont conclu que le témoin P2476 n'était pas fiable. Et après avoir considéré les éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre a conclu qu'aucun élément ne supportait la présence d'enfants de moins de 15 ans au sein du groupe de M. Yekatom à Mbangi ou sur l'axe PK9 Mbaïki ou à Pissa, Batalimo ou Sekia. La Chambre, à majorité, juge Chung exclu, a conclu que les éléments de preuve n'étayaient pas la présence alléguée d'enfants de moins de 15 ans au sein du groupe de M. Yekatom Mbaïki. Le juge Chung a considéré que le témoin P2476 faisait partie du groupe de M. Yekatom Mbaïki et qu'il avait moins de 15 ans à l'époque des faits.
La Chambre, à majorité, à l'exception du juge Chung, n'a pas retenu le chef d'accusation contre M. Yekatom de crimes de guerre, de conscription, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans pour participer activement aux hostilités. Le juge Chung aurait reconnu M. Yekatom coupable à ce titre. Nous avons déjà fait 1 heure, mais ce n'est là que le résumé des conclusions de la Cour, de la Chambre. Et maintenant, la Chambre va rendre son verdict. Le jugement écrit discute de manière exhaustive les considérations factuelles et juridiques retenues par la Chambre pour la responsabilité pénale des accusés. Le verdict dans cette affaire qui concerne deux accusés au regard des charges est long et complexe. Les accusés pourront donc rester assis. La Chambre de première instance 5 de la Cour pénale internationale, pour les raisons énoncées dans son jugement et sur la base des éléments de preuve présentés et débattus devant la Chambre pendant le procès et l'ensemble de la procédure, conformément à l'article 74.2 du statut, juge M. Alfred Yombo Rekatom pour le chef d'accusation 1, coupable du crime de guerre d'attaque contre la population civile, au sens des articles 8.2 E, I et 25.3 A du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bangui, y compris dans les quartiers Boeing et Catin, pour le chef d'accusation 2, coupable de crimes contre l'humanité, à savoir le meurtre, au sens de l'article 7.1a et article 25.3a du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 au marché de Boeing, Catin et à Bangui. Pour le chef d'accusation 3, coupable du crime de guerre de meurtre, au sens des articles 8.2 CI et 25.3a du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 au marché de Boeing, Catin, à Bangui. Pour le chef d'accusation 4, coupable du crime contre l'humanité de transfert forcé d'expulsion des populations en vertu des articles 7.1d et 25.3a du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le cadre de l'attaque à Boeing et Catin à Bangui. Pour le chef d'accusation 5, coupable du crime de guerre de déplacement, conformément aux articles 8.2 E, 8 et 25.3a du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le cadre de l'attaque à Boeing et Catin à Bangui. Pour le chef d'accusation 6, coupable du crime de guerre d'attaque dirigée contre un bâtiment dédié à la religion, conformément aux articles 8, paragraphe 2, E 4 et paragraphe 25.3a du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bangui. Pour le chef d'accusation 8, coupable de crimes contre l'humanité, de persécution pour des motifs religieux et contre les civils musulmans par les anti-Balaka comme partisans de la Seleka ou affiliés à ce groupe, meurtre, transfert, déportation forcée, attaque dirigée contre un bâtiment dédié à la religion, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le cadre de l'attaque commise à Boeing et à Catin, Bangui, conformément à l'article 7.1h et l'article 25.3a du statut de Rome. Pour le chef d'accusation 11, coupable de crimes contre l'humanité pour autre acte inhumain au titre de l'article 7.1k et 25.3a du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 à Yamoara, à Boeing. Pour le chef d'accusation 12, coupable du crime contre l'humanité pour ce qui est de la torture, conformément aux articles 7.1f et 25.3a du statut de Rome,
commis le 24 décembre 2013 autour de cette date à Yamara, Bangui. Pour le chef d'accusation 13, coupable de crimes de guerre en ce qui concerne les traitements cruels pour 6 personnes et coupable du crime de guerre de torture, conformément à l'article 8 de CI et article 25.3a du statut de Rome, commis autour du 24 décembre 2013 ou à cette date à Yamara, à Bangui. Pour le chef d'accusation 14, coupable d'emprisonnement et d'autres formes de privation grave de liberté au sens de l'article 7.1e et 25.3a du statut de Rome, commis entre le 24 décembre 2013 jusqu'au 27 décembre 2013 à Bangui. Pour le chef d'accusation 15, coupable de crimes contre l'humanité pour le meurtre au sens de l'article 7.1a et 25.3a du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 à Yamara, à Bangui. Pour le chef d'accusation 16, coupable du crime de meurtre au sens de l'article 8 2c et article 25.3a du statut de Rome, commis autour du 24 décembre 2013 à Yamara, à Bangui. Pour le chef d'accusation 17, coupable de crimes contre l'humanité en matière de persécution pour les motifs ethniques et religieux, pour des civils perçus comme partisans de la Séléka ou affiliés à celle-ci, actes inhumains, privation de liberté, emprisonnement, meurtre, entre le 24 décembre 2013 et jusqu'au 27 décembre 2013 à Bangui, au sens de l'article 7.1h et de l'article 25.3a du statut de Rome. Pour le chef d'accusation 24, coupable de crimes contre l'humanité pour transfert foncé et déportation au sens de l'article 7.1d et 25.3a du statut de Rome, commis le 10 janvier 2014 et jusqu'au 6 janvier 2014 dans le cadre de l'attaque, la progression et la prise de villages par les anti-Balaka le long de l'axe PK9 Mbaïki, dont Sekia, Ndangala, Bimon, Kapu, Bosongo, Pissa et Mbaïki. Au titre du chef numéro 26, coupable des crimes contre l'humanité de meurtre conformément à l'article 7.1a et 25.3a du statut de Rome commis le 8 février 2014 dans le contexte des avancées des anti-Balaka pour la prise de villages se trouvant le long de l'axe Mbaïki et PK9. S'agissant du chef numéro 28, coupable du crime contre l'humanité de meurtre au sens des articles 7.1a et 25.3a du statut de Rome, commis le 28 février 2014 à Mbaïki. Au titre du chef numéro 27, coupable du crime de guerre de meurtre conformément aux articles 8.2 CI et 25.3a du statut de Rome, commis le 28 février 2014 à Mbaïki. Au titre du chef numéro 28, coupable du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux à l'encontre de civils musulmans perçus comme étant des sympathisants anti-Balaka ou affiliés à la Séléka, au moyen du transfert forcé et déportation, déplacement et meurtre commis entre le 10 janvier 2014 ou autour de cette date et le 6 février 2014 ou autour de cette date et le 28 février 2014 dans le contexte de la progression des anti-Balaka pour la prise de villages le long de l'axe PK9 Mbaïki, y compris Sekia, Ndangala, Bimon, Kapu, Bosongo, Pissa et Mbaïki, conformément aux articles 7.1h et 25.3a du statut de Rome. À la majorité, au titre du chef numéro 29, non coupable du crime de conscription ou d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans afin de les faire participer activement à des groupes armés ou à des hostilités au sens des articles 8.2e, 7 et 25.3a du statut de Rome entre au moins décembre 2013 et août 2014 à Boeing, Sekia, Pissa et Batalimo. Patrice Edouard Ngaïsona,
Au titre du chef numéro 1, coupable de crimes de guerre d'attaque contre une population civile, conformément aux articles 8.2 I et 25.3 C du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bangui, y compris à Boeing et Qatar. Au titre du chef numéro 2, coupable du crime contre l'humanité de meurtre conformément aux articles 7.1 A et 25.3 C du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 au marché de Boeing, Qatar et à Bangui. Au titre du chef numéro 3, coupable du crime de guerre de meurtre au sens des articles 8.2 CI et 25.3 C du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 dans le marché de Boeing et Qatar à Bangui. Au titre du chef numéro 4, coupable du crime contre l'humanité de transfert forcé et déportation, au sens de l'article 7.1 D et 25.3 C du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte d'une attaque sur Boeing et Qatar à Bangui. Au titre du chef numéro 5, coupable du crime de guerre de déplacement, conformément à l'article 8.2 E, 8 et 25.3 C du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte de l'attaque sur Boeing et Qatar à Bangui. Au titre du chef 6, coupable du crime de guerre consistant à diriger ou ordonner une attaque contre un bâtiment à vocation religieuse conformément à l'article 8.2 E 7 et 25.3 C du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Boeing, Bangui. Au titre du chef numéro 8, coupable du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux à l'encontre de civils musulmans perçus comme étant des sympathisants anti-Balaka ou affiliés à la Seleka, attaque contre population civile en tant que meurtre, transfert forcé et déportation, déplacement et le fait d'ordonner une attaque contre des bâtiments à vocation religieuse commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte d'une attaque sur Boeing à Qatar, à Bangui, conformément aux articles 7.1 H et 25.3 C du statut de Rome. Au titre du chef numéro 11, coupable de crimes contre l'humanité, d'autres actes inhumains au sens des articles 7.1.4 et 25.3 C du statut de Rome commis le 24 décembre 2013 autour de cette date à Yamwara à Boeing, Bangui. À la majorité, au titre du chef 12, coupable du crime contre l'humanité de torture conformément aux articles 7.1 F et 25.3 C du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 ou autour de cette date à Yamwara à Boeing, Bangui. Au titre numéro 13, du chef d'accusation numéro 13, coupable de crimes de guerre de traitement cruel à l'encontre de 6 personnes au sens des articles 8.2 CI et 25.3 C du statut de Rome, et reconnu à la majorité coupable du crime de guerre de torture à l'encontre d'une autre personne, conformément aux articles 8.2 CI et 25.3 C du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 autour de cette date à Yamwara, dans le quartier de Boeing à Bangui. Au titre du chef numéro 14, coupable du crime contre l'humanité, d'emprisonnement et d'autres formes de privation grave de liberté physique au sens des articles 7.1 E et 25.3 C du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 ou autour de cette date, et ce jusqu'au 27 décembre 2013 autour de cette date dans le quartier de Boeing à Bangui. À la majorité, au titre du chef numéro 15, reconnu coupable du crime contre l'humanité de meurtre au sens des articles 7.1 A et 25.3 C du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 autour de cette date à Yamwara, dans le quartier de Boeing à Bangui. À la majorité, au titre du chef numéro 16, coupable du crime de guerre de meurtre au sens des articles 8.2 CI et 25.3 C du statut de Rome, commis le 24 décembre 2013 autour de cette date à Yamwara dans le quartier Boeing de Bangui. Au titre du chef numéro 17, coupable du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs ethniques et religieux à l'encontre de civils perçus par les anti-Balaka comme étant des sympathisants ou affiliés à la Seleka, d'autres actes inhumains, torture, traitements cruels, emprisonnement et d'autres formes de privation grave de liberté physique et meurtre commis le 24 décembre 2013 ou autour de cette date,
et ce jusqu'au 27 décembre 2013 ou autour de cette date à Boeing, Bangui, conformément à l'article 7.1h et l'article 25.3c du statut de Rome. Au titre du chef 24, coupable de crimes contre l'humanité, de transfert forcé et déportation, au sens des articles 7.1d et 25.3c du statut de Rome, commis entre le 10 janvier 2014 autour de cette date et le 6 février 2014 ou autour de cette date dans le contexte de l'avancée des Antibalaka et la prise de villages le long de l'axe PK9 Mbaiki, y compris Sekia, Ndaga, Biman, Kapo, Bosongo, Pissa et Mbaiki. Au titre du chef 25, coupable du crime de guerre de déplacement au sens des articles 8.2e, 8 et 25.3c du statut de Rome, commis entre le 10 janvier 2014 autour de cette date et le 6 février 2014 autour de cette date dans le contexte de l'avancée des Antibalaka le long de l'axe PK9 Mbaiki, y compris Sekia, Ndangala, Biman, Kapo, Bosongo, Pissa et Mbaiki. Au titre du chef numéro 26, coupable du crime contre l'humanité de meurtre au sens des articles 7.1a et 25.3c du statut de Rome, commis le 28 février 2014 à Mbaiki. Au titre du chef numéro 27, coupable du crime de guerre de meurtre au sens des articles 28.2ci et 25.3c du statut de Rome, commis le 28 février 2014 à Mbaiki. Au titre du chef numéro 28, coupable du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux à l'encontre de civils musulmans perçus par les Antibalaka comme étant des sympathisants ou comme étant affiliés à la Seleka, au moyen de transferts forcés et déportations, déplacements et meurtres commis entre le 10 janvier 2014 ou autour de cette date et le 6 février 2014 ou autour de cette date et le 28 février 2014 dans le contexte de l'avancée des Antibalaka et la prise des villages se situant le long de l'axe PK9 Mbaiki, y compris Sekia, Ndangala, Biman, Kapo, Bosongo, Pissa et Mbaiki, au sens des articles 7.1h et 25.3c du statut de Rome. Au titre du chef numéro 30, coupable du crime de guerre d'attaque à l'encontre de la population civile, au sens des articles 8.2e, i et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef 31, coupable du crime contre l'humanité de meurtre au sens des articles 7.1a et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef 32, coupable du crime de guerre de meurtre au sens des articles 8.2ci et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef 33, coupable du crime de guerre de destruction des biens appartenant à l'adversaire, conformément aux articles 8.2e, 12 et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 et dans les jours qui ont suivi à Bossangoa. Au titre du chef 34, non coupable du crime de guerre de pillage au sens des articles 8.2e, 5 et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef 35, non coupable du crime de guerre du fait d'ordonner des attaques à l'encontre des bâtiments à vocation religieuse au sens des articles 8.2e, 7 et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 et dans les semaines qui ont suivi à Bossangoa. Au titre du chef 37, coupable du crime contre l'humanité de transfert forcé et de déportation au sens des articles 7.1d et 25.3c du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte d'une attaque sur Bossangoa. Au titre du chef 38, coupable du crime de guerre de déplacement au sens des articles 8.2e, 8 et 25.3c du statut de Rome, commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte de l'attaque sur Bossangoa. Au titre du chef 39, coupable du crime contre l'humanité d'emprisonnement et d'autres formes de privation grave de liberté physique, au sens des articles 7.1e et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 et dans les semaines qui ont suivi à Bossangoa.
Au titre du chef 40, non coupable du crime contre l'humanité de viol, conformément à l'article 7.1g et à l'article 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef 41, non coupable du crime de guerre de viol, au sens des articles 8, 2, E, 7 et 25.3c du statut de Rome, commis le 5 décembre 2013 à Bossangoa. Au titre du chef numéro 42, coupable du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux à l'encontre de civils musulmans perçus par les Antipalaka comme étant des sympathisants ou affiliés à la CDK, attaque contre la population civile comme telle, meurtre, destruction des biens appartenant à l'ennemi, transfert forcé, déportation, déplacement et emprisonnement, ainsi que d'autres formes de privation grave de liberté physique commis à partir du 5 décembre 2013 dans le contexte de l'attaque sur Bossangoa, au sens des articles 7.1h et 25.3c du statut de Rome. À la lumière de son appréciation des éléments de preuve présentés dans le cadre de ce procès, et comme cela est exposé dans le jugement, la Chambre, et par conséquent, condamne Alfred Yekatom d'un total de 20 crimes, y compris des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. La Chambre condamne également Patrice Edouard Ngaïsona d'un total de 28 crimes, y compris des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Comme cela est précisé de manière détaillée dans le verdict rendu par la Chambre, Alfred Yekatom a été reconnu coupable d'un certain nombre de crimes commis dans le contexte de l'attaque contre Banqui, les événements de Yamwara et durant la progression de son groupe sur le long de l'axe PK9-Mbaïki, notamment des attaques à l'encontre de la population civile comme telle, le meurtre, transfert forcé, déplacement et déportation, le fait d'ordonner des attaques à l'encontre contre des bâtiments à vocation religieuse, torture, traitement cruel et d'autres actes inhumains, emprisonnement et d'autres actes de privation grave de liberté physique et persécution. En outre, et comme cela est détaillé de façon détaillée dans le verdict et dans le jugement, Patrice Edouard Ngaïsona a été reconnu coupable d'un certain nombre de crimes auxquels il a apporté son concours ou assistance dans le contexte des attaques sur Banqui et Bossangoa, lors des événements de Yamwara et lors de la progression des Antipalaka sur l'axe PK9-Mbaïki, notamment des attaques contre la population civile, meurtres, transferts forcés, déplacements et déportations, le fait d'avoir ordonné une attaque contre des bâtiments à vocation religieuse, torture, traitement cruel, d'autres actes inhumains, emprisonnement et d'autres formes de privation grave de liberté physique, destruction de biens et persécution. Comme cela a été évoqué précédemment, sauf à ce que la Chambre procède au titre de l'article 65 du statut, admission de culpabilité, il s'agit de la première fois où la Chambre prononce son jugement et la peine en même temps. Comme cela est exigé par les textes statutaires, la Chambre a précisé des peines individuelles pour chacun des crimes pour lesquels les accusés ont été déclarés coupables. Un certain nombre de considérations ont été prises en compte, y compris l'évaluation de toutes les considérations pertinentes qui sont détaillées dans son jugement motivé, y compris l'évaluation de la contribution individuelle à la commission des crimes par les accusés et les facteurs aggravants ou atténuants, le cas échéant, qui ont été pris en compte par la Chambre. La décision précise également le fondement qui sous-tend la conclusion de la Chambre s'agissant des peines mixtes. À cet égard, je rappelle que l'accusation a requis pour M. Yekatom une peine d'emprisonnement pas moins de 22 ans et pour M. Ngaïsona une peine d'au moins 20 ans d'emprisonnement. Les représentants légaux des victimes, quant à eux, ont requis une peine de 20 ans pour les deux accusés, de 30 ans pour les deux accusés. La défense de M. Yekatom et de M. Ngaïsona ont demandé qu'en cas de condamnation, la peine maximum potentielle devrait être le temps purgé en détention, équivalente au temps purgé en détention. Je vais à présent
prononcer donc le jugement et la peine s'agissant des deux accusés. Monsieur Yekatom, veuillez vous lever. Monsieur Yekatom, la Chambre ayant examiné tous les facteurs pertinents aux fins de la fixation de la peine, la Chambre vous condamne à un total de 15 ans d'emprisonnement. Veuillez vous asseoir. Monsieur Ngaisona, veuillez vous lever. Monsieur Ngaisona, la Chambre ayant examiné tous les facteurs pertinents pour la fixation de la peine, la Chambre vous condamne à un total de 12 années d'emprisonnement. Veuillez vous rasseoir. Comme je l'ai indiqué, tous les détails relatifs à la décision complexe et compliquée ayant trait au jugement et à la peine sont contenus dans le jugement et seront... Donc le jugement est assez exhaustif à cet égard. Nous en arrivons à la fin de la présente audience. Dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaisona, l'audience est levée. Veuillez vous lever.